21 au 31 janvier, le Festival Plein Écran fête ses 10 ans et vous invite à une grande célébration du court-métrage d'ici. Et pour en discuter, nous avons la directrice générale et artistique du festival, Ariane Roy-Poirier. Bonjour Ariane. Bonjour, merci de l'invitation. Je pense que on se replace en 2016. Oui. Hein? À la première édition. Est-ce que tu avais en tête de souffler les bougies d'un 10e anniversaire? Peut-être oui, hein, c'est toujours un petit rêve là, qu'on garde derrière la tête. Mais est-ce que tu pensais que t'étais pas resté là pendant 10 ans? Ben moi, j'y étais pas, Ouais. mais Jean-Christophe Gilamontagne, qui est un des cofondateurs, puis qui est encore le président de notre conseil d'administration, encore très impliqué dans tout ce qui est plein écran, je pense qu'il y avait rêvé, mais qu'en effet, c'était tellement audacieux à l'époque, cette idée-là de décider de mettre des films sur Facebook pour faire un festival, que je crois qu'il c'était quand même un saut dans le vide, là. C'était une belle prise de risque, puis ils savaient pas du tout où ils allaient aller avec ça, puis évidemment que personne ne se doutait que Facebook et Meta allaient évoluer de cette façon-là. Ouais. De vraiment pas belle façon, si je peux le dire comme ça. C'est certain que nous, moi, depuis que je suis là, moi, je suis arrivée à l'édition 6, en fait, comme directrice de la programmation. Puis ensuite, j'ai fait quelques éditions là, comme directrice générale et artistique. Puis honnêtement, depuis ma première édition, j'ai déjà un petit malaise avec Facebook. Mais là, cette année, disons que vous avez réglé le problème. Voilà. C'est important de le mentionner. C'est vraiment important. On change de plateforme, là. Ça fait déjà 3 ans ou même 4 qu'on présente déjà les films en simultané sur notre site web. Fait que c'était quelque chose qui existait, c'était une option qu'on avait mis en place pour les cinéphiles, ceux qui ont vraiment juste envie de regarder les films dans les meilleures conditions possibles. Mais c'est certain que Facebook nous permettait d'atteindre un public beaucoup plus large, puis de rejoindre des gens qui sont néophytes, qui n'ont jamais regardé du court-métrage. Tout ça, initialement, c'était vraiment l'intérêt de Facebook, mais c'est certain qu'avec les algorithmes qui sont plus très intéressants, avec les gens qui désertent cette plateforme-là, avec les enjeux éthiques que moi j'ai avec les dirigeants de ces plateformes-là, ça devenait très, très inconfortable. Donc, on a décidé, en effet, que comme maintenant, exclusivement sur notre site web, tout va se passer là. Mais ce qui était super important pour nous, c'était de garder le côté interactif. Donc, on a vraiment fait une mise à jour sur notre site web pour que ça accueille bien sûr les films, mais aussi, ça permet de se créer un compte, ça permet d'échanger avec le public, d'échanger avec les cinéastes aussi, sont aussi super importants, et de voter pour le fameux prix du public, parce que ça reste une démocratie. Plein écran, donc les gens peuvent voter en interagissant avec les films, donc que ce soit en faisant un like, en commentant, c'est ce qu'on aime le plus, parce qu'on aime que ça jase autour des films. Moi, je vais débuter par cet aspect-là, parce que c'est un défi. Oui. C'est un défi, parce que avant vous aviez toujours votre plateforme, vous aviez Facebook. Je pense que les gens majoritairement allaient vers Facebook, c'est plus facile. Mais c'est qu'on y tombait par hasard, en fait. En plus. Ce qui n'est pas le cas. Il faut aller sur le site web. Il faut que les Ouais, gens aillent surlepleinécran.com. Il faut changer nos habitudes. Et voilà. ça, c'est pas toujours... C'est vraiment difficile. Pas toujours facile. Puis, ça donne... J'ai pas suivi toutes les années, mais ça fait quelques années que j'en vois beaucoup. Puis, je suis un peu un marathon de court-métrage. Puis, je me fais prendre parce qu'au début, je dis, je vais peut-être en voir une dizaine. Puis là, finalement, tu es rendu à 20. Puis, tu en as vu 20 sur 36. Puis là, il en reste plus beaucoup. Puis, on fait 40, tu 32. Puis, il y a la plateforme, là, c'est le mode réel. Oui, la carte blanche. La carte blanche. Puis, les films qui sont un peu plus osés. Qu'on propose en salle, oui, exact. Donc, et là, c'est OK, on poursuit. Mais tout ça pour arriver à que la qualité, la vitalité, la richesse, je veux dire, du court-métrage de cette année, elle est, je veux dire, je ne sais pas comment la définir, elle est surprenante, Ouais. Elle nous jette à terre, explosive. Ouais. Là, tu t'en vois un, puis tu dis, wow! Puis là, il faut quand même reconnaître que nos courts-métrages, ce qui m'a frappé, là, on est presque une discussion, je ne te laisse pas parler de ton festival, mais ce qui m'a frappé, c'est que beaucoup de ces films-là ont été présentés dans des festivals majeurs qui ont remporté des prix, qui sont reconnus à l'international, et que finalement, on a à peu près peu entendu parler au Québec, mais là, tu en vois un, tu dis, OK. Et là, tu en vois un deuxième, tu dis,
non, c'est encore fort. Oui. Il y a beaucoup de surprises dans cette programmation-là. Moi, c'est ça que je trouve merveilleux avec le court-métrage, c'est qu'on est surpris presque à chaque proposition parce qu'il y a de l'audace, il y a vraiment une envie de raconter des histoires autrement, de nous rentrer dedans des fois ou juste d'une petite douceur parce qu'on en a besoin. Ça aussi, en ce moment, je trouve vraiment que ça permet tellement d'avoir une richesse incroyable. Puis, tu sais, on a toujours une volonté à plein écran d'essayer d'être le plus inclusif possible dans la programmation. Fait que ça veut dire qu'on veut représenter toutes les pratiques, tous les formats, tous les genres, toutes les approches, toutes les voix. Il y a comme vraiment cette idée-là c'est vraiment une boîte à surprise, là, plein écran. Là. Fait que c'est difficile, en effet, d'arrêter parce que t'en vois un, t'es comme « Oh mon Dieu, OK, ils sont allés là. Ben, où est-ce que le prochain va aller? » Fait que c'est juste... Ça donne envie. Oui, puis je pense, entre autres, là, il y a quelques titres qu'on peut lancer quelques titres parce qu'on ne pourra pas passer à travers tous les films. Non. Mais, tu sais, Platanero, de Juan Frank Hernandez. J'adore Platanero. On peut le mentionner parce qu'en plus, je veux dire, le plein écran participe au PCCQ depuis quelques années. Il y a toujours une sélection de 5 courts-métrages qui sont présentés aux étudiants à travers la province du Québec, donc 60 institutions cette année. Et Platanero fait partie de la liste des 5 films. Et pour moi, c'est un bel exemple d'ouverture, je veux dire, du court-métrage. Bon, parce que je connais pas Juan Frank Hernandez, mais c'est clair qu'il vient du Québec ou en fait... Origine de la République dominicaine, mais il est québécois. Il est québécois. Pratique est ici. Ouais. Ses ancêtres étaient probablement dominicains. Et là, il va chercher dans cette culture je veux dire, dominicaine. Le folklore, les légendes. Et avec un propos, je veux dire, extrêmement riche, qu'on connaît moins ici parce que les Haïtiens sont extrêmement mal vus. Une réalité qu'on ne connaît pas du tout, en fait. Moi, je l'ai pas mal découverte en voyant cette œuvre-là, puis j'adore, parce que c'est un film de genre, quand même, il faut le dire. T'sais, on parlait de légende, donc on est vraiment dans des codes du genre, très assumés, du fantastique, tu sais. Mais j'adore justement quand les cinéastes utilisent ces codes-là pour amener un propos fort, pour dire quelque chose. T'sais. Donc, tout ça est au service vraiment d'un message qui est assez fort. Puis que, honnêtement, moi, ça m'a donné envie d'en apprendre plus sur la situation des Haïtiens qui sont là-bas parce que c'est vraiment pas quelque chose que je connaissais. Puis c'est un film qui est très personnel pour Juan. Donc, on a d'ailleurs une projection commentée. Là, ça, je pense que ça va être vraiment un de nos très beaux événements. C'était au cinéma public que ça va se dérouler, c'est le 25 janvier, le dimanche, puis on va avoir la chance justement d'échanger avec Juan, bien sûr, mais avec plusieurs membres aussi de son équipe, donc des comédiens, le co-scénariste. Je pense que ça va être très intéressant d'aller plonger dans le processus créatif de ce film-là qui est extrêmement surprenant. Là. Moi, je n'avais jamais vu ce film-là au Québec. Et d'une qualité, je veux dire, incroyable. Exceptionnelle. Puis toujours dans le même ordre d'idées, là, parce que c'est des films qui m'ont surpris. Ouais. C'est Who Loved the Sun? Oui, wow. Ça aussi, je veux dire, c'est... Ben là, après, quand tu commences à regarder, tu dis, OK, il a remporté tel prix, il est en telle nomination, il a tout cassé. Puis là, tu dis, OK, derrière tout ça, la productrice, c'est Zane Aykol, réalisateur Archer Shakiba. Ouais. Mais encore, c'est une petite pépite d'or. C'est incroyable. C'est vraiment un bijou de film. Quand on parlait d'explosif, là, je crois que c'en est un, là, dans tous les sens du terme. Là. Visuellement, c'est absolument incroyable, mais c'est pas où on est, tellement sombre que ça raconte, puis je dis raconte, mais ça nous laisse beaucoup de place. Là. C'est principalement de la narration qui est visuelle, là, on s'entend. Oui, il y a 3 phrases dans le film. C'est ça, là, c'est pas ça qui va nous aider beaucoup. Puis bon, au final... Le film se passe en série. Je pense que c'est quand même intéressant de le savoir quand on le regarde. On est dans des raffineries, mais c'est ça, on le comprend. Oui, parce qu'au début, on pense que c'est un feu de forêt. Oui. Où sommes-nous? Où sommes-nous? Et là, tu te dis, OK, c'est un peu surréaliste parce qu'il y a toute la fumée. Il y a quelque chose de lunaire, ou je sais pas comment dire, là, qu'on se situe pas dans le film, mais qui fait justement... que je trouve à cause de ça, c'est très immersif, tu sais, parce qu'on se pose des questions tout de suite, fait que ça nous engage comme spectateur ou spectatrice. Fait que pour moi, c'est un tour de force, ce film-là, vraiment. Puis je voulais absolument qu'on l'aille, même si c'est un film qui, je crois, est encore plus intéressant à regarder sur grand écran. Oui. Parce que vraiment, c'est dans les plus belles images qu'on a vues là, au cinéma québécois cette année. Et ce que je trouve intéressant, puis c'est vrai pour Who Loved the Sun, puis c'est vrai pour plein d'autres films, c'est qu'on voit qu'il est possible en 15, 12, 15, 20 minutes de raconter une histoire.
Parce que c'est aussi ça, le court-métrage. Ça a ses propres codes, et quand tu les maîtrises, tu peux arriver à créer un univers un peu fantastique, surréaliste, comme dans Wheel of the Sun, sans trop savoir où on se trouve. Puis là, à petite dose, on dit, OK, ah ben oui, c'est du pétrole. Oui, il y a un échange avec sa fille ou entre quelqu'un qui travaille sur place. Et là, la réalité prend forme. Puis c'est qu'il y a tellement d'émotions aussi à travers qui sont véhiculées juste par l'image, par le visage de cet homme-là qu'on suit. Vraiment, je pense que c'est un très bel exemple, en effet, de ce que le court-métrage permet, parce qu'en long-métrage, peut-être qu'on commencerait à trouver ça un petit peu long si on restait comme ça. Malgré que moi, je serais très curieuse de le voir, j'avoue, mais c'est peut-être pour les cinéphiles plus aguerris. Mais vraiment, le court-métrage permet tellement de faire ça, d'aller dans un condensé comme ça. Puis comme Micheline Langto le dit, à chaque lancement du prix collégial du cinéma québécois, c'est encore plus difficile de faire un court-métrage qu'un long, parce qu'on essaie d'aller chercher le même impact émotif, mais on a beaucoup moins de temps. Moi, je pense que c'est plus difficile. C'est un exploit. Moi, je pense que y a certains films de votre programmation que je ne sais pas comment ça aurait pu être fait en long métrage. C'est fait pour le court, tu sais. Puis c'est pour ça qu'on le dit que c'est un format à part entière, puis que c'est pas une carte de visite nécessairement. Ça peut l'être, bien sûr, mais on prend Pierre-Philippe Chevigny qui revient au court parce que cette histoire-là, elle avait besoin du format court pour être racontée, son film Mercenaire. On va l'avoir. On va l'avoir avec nous. Tantôt, Pierre-Philippe, que j'aime beaucoup. Mais tu sais, un petit film comme Orbite de Sarah. Oh my God. Je dirais un grand film. Ben oui, un petit film. C'est le format. Tout à fait. Ce film-là n'aurait pas pu être, selon moi, je peux me tromper, bien sûr, parce que c'est pas vrai, parce qu'on le fait, Philibert le fait en France, bon. Mais avec un seul personnage, le suivre, d'arriver à reconstruire un univers autour de ce personnage-là qui est non-voyante, et là, on découvre qu'elle a un enfant, on maîtrise toute cette palette de couleurs et de formes. Nous faire vivre les images mentales qu'elle vit, parce que c'est ça, elle a perdu la vue, mais récemment quand même. Donc c'est pas. Il y a 6 ans, dont on mentionnait, mais. Elle a des souvenirs visuels qui se dégradent un peu peut-être, mais c'est ça qui est super intéressant, c'est que la réalisatrice Sarah Sonnier, c'est ce qu'elle essaye de nous amener à voir avec son traitement aussi visuel, parce qu'elle vient de l'expérimental, Sarah Sonnier, puis moi vraiment j'aime beaucoup ce qu'elle fait, mais ça c'est probablement son film qui est le plus accessible, parce que vraiment, ça nous touche beaucoup l'histoire de cette femme-là. Tu sais, elle vient vraiment nous chercher avec son témoignage, puis elle est très charismatique aussi, sa protagoniste. Mais vraiment, oui, on l'aime tout de suite, elle est attachante, puis c'est vraiment fabuleux qu'elle réussisse à nous amener dans son expérience sensorielle à cette femme-là, en fait, parce que c'est difficile d'imaginer, de ne pas voir. C'est quand même très difficile. Puis vraiment, c'est un autre film que je trouve très, très beau, très poétique. Puis on est dans du documentaire. Hein, vraiment, c'est l'année du documentaire. Je trouve que, tu sais, en plus, on a vision du réel en carte blanche, fait qu'on est gâtés, là, mais vraiment, en termes de documentaire, il y a des gros coups de cœur pour moi dans la programmation. Et Orbite en fait définitivement partie. Un film qui a gagné à Regard, hein, puis qui est co-présenté par Regard dans le cadre de plein écran, parce que vraiment, là-bas, il avait remporté 2 prix quand même, donc qui avait été... puis c'est comme tu dis, c'est des films qui ont eu des carrières incroyables, là, des très beaux parcours, puis qu'on n'a pas assez entendu parler. Fait que plein écran, c'est vraiment ça. C'est le moment de rattraper tous ces films-là. Puis tu mentionnais la vision du réel. Oui. Je me suis fait prendre un peu au jeu parce que là, sur la liste que j'avais reçue, tu parlais de contraintes. Oui. Là, je vois contraintes, puis là, t'adores. C'est incroyable. Et là, tu dis, OK, il y a peut-être d'autres films dans cette sélection-là. Et là, Souvenir d'une journée parfaite de Davina Maria et Crush de Camille Vigny, qui est un film belge. Et je trouvais que dans la présentation du film, bon, ça raconte une histoire pénible, horrible, qu'elle a transposée à travers cette course de bagnole. Oui, sa métaphore. Le stock-car. C'était tellement québécois. Il y a quelque chose de très proche, oui, une familiarité, mais c'est souvent ce qui arrive avec le cinéma belge, je dirais, mais peut-être en particulier avec cette proposition-là, oui, qui me semblait vraiment familière. Donc, c'est peut-être pour ça que ça rentre encore plus dedans à ce moment-là, parce que oui, c'est un film coup de poing. Je pense qu'on peut le dire. Ça s'appelle Crush, c'est pas pour rien. Ouais. Mais, coup de poing, mais finalement, c'est l'utilisation de la voix off, dans ce cas-ci, et des images qui sont totalement, je veux dire, aux antipodes. Invite le spectateur à recréer, puis recomposer, refabriquer le récit. Puis ça, parfois, on en parlait tantôt hors d'onde, c'est souvent plus, je veux dire,
Engageant, ouais. Engageant, puis déstabilisant pour Oui. le spectateur. Quand que l'imaginaire fonctionne, Oui. là, Tout à fait. on est... Oui, puis c'est en finesse comme film, hein, malgré le sujet. Tu sais, malgré qu'on le dit, c'est un film coup de poing. Je pense que vraiment, la mise en scène est vraiment en finesse, puis c'est habile de la façon dont elle le fait. Ils sont vraiment à voir, ces films-là aussi. Là. Puis dans le même ordre, il y a comme des rapprochements parce que c'est Después del Silencio, hein, Oui. qui parle finalement de sujets à peu près du même ordre, là, qui est plus familial. Qui est un film puis des étudiant tabous. en plus, hein? Donc Ouais. vraiment très très fort. Là. Ça, c'est un film sur le silence, hein, ça le dit. Là. Un film sur l'impossibilité de parler de certaines choses, comme justement des agressions sexuelles, surtout quand c'est dans la sphère familiale. Et le film fait très mal, moi je trouve, personnellement, mais il y a vraiment une volonté de retourner vers une réappropriation puis un espoir à la fin, quand même, qui fait beaucoup de bien. Mais c'est sûr que c'est un sujet qui est très difficile puis abordé de façon tellement personnelle que c'est confrontant. Donc, je vous rappelle que nous sommes avec Ariane Roy-Poirier, directrice générale et artistique de cette 10e édition de Plein Écran qui débute le 21 au 31 janvier. Et là, Antoine à la régie me dit qu'on a encore dépassé, c'est normal. Un jour, il va falloir avoir 2 heures. Mais il y a deux aspects, 2 autres éléments dont j'aimerais parler là, dans les quelques minutes qui nous restent. La fameuse classe de maître, hein, Oui. avec les cinéastes Mathieu Rankin, langue universelle. Voilà. Il est à mode, Mathieu. Puis c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, donc il faut, je veux dire, Absolument aussi brillant, assister. Et Sophie Derappe. C'est intéressant parce que vous avez toujours le don, vous, de placer 2 personnes qui ne sont pas aux antipodes, mais qui Qu'on sont n'aurait dans peut-être des pas uni- mis ensemble, Dans des univers finalement différents et de confronter et d'arriver à établir un dialogue. Hein, C'est vraiment ce qu'on aime. Ouais. autour des films. Ça amène ailleurs parce que c'est des gens qu'on a tous vus en classe de maître solo. Tu sais, justement, Mathieu, il est en effet très à la mode. Il a tout gagné avec son film. Mais de les mettre ensemble, les discussions vont vraiment ailleurs. Puis de confronter leurs univers, leur façon de voir le cinéma, de faire de la mise en scène. Moi, c'est toujours quelque chose que je trouve extrêmement fascinant. Puis c'est un événement qui est gratuit, ce qui est super parce qu'on veut que les étudiantes viennent. Et c'est un événement où vraiment on appelle les gens à poser des questions tout du long. Là. C'est pas une conférence. On est vraiment en mode on jase. Fait que ça, c'est vraiment un de mes événements préférés. Ouais. Puis ça, c'est intéressant parce que c'est une activité qui est en présentiel, Oui. disons, qui a lieu le 26 janvier à Jean-Claude Lauzon de l'École des médias de l'UQAM. Ouais, le défi, c'est de trouver la salle. C'est le défi, c'est de trouver la salle. Mais c'est que, tantôt, oui, on parlait du site web, mais c'est que vous avez aussi quelques éléments en présentiel. Puis là, je voulais terminer avec votre fameuse soirée d'ouverture, Oui. hein, où là, vous prenez le risque. On célèbre. On célèbre. Cette année, ça va être les 10 ans. Exact. Et là, vous invitez les gens, je veux dire, à assister. Tout à fait. Puis on En présente salle. les films du jour 1, toujours. Puis c'est des très, très gros films, des gros coups de cœur cette année. On a toujours un film d'ouverture qui donne un peu le ton au festival, à l'édition, mais on a 4 très beaux films où nous, on fait toujours des Q&A individuels, donc un Q&A par film, ce qui permet vraiment d'avoir plusieurs membres de l'équipe en avant, puis d'aller plus loin aussi, je pense, dans les discussions. Fait que ça, c'est une autre chose qu'on aime beaucoup faire. Ça va être une très belle soirée, ouais. Puis ça, on va pas en parler beaucoup parce que notre deuxième segment consacré à plein écran, on s'en va dans cette direction-là où on va parler de la soirée d'ouverture. Juste pour... Oui, il nous reste plus de temps, je le sais. Juste pour les gens qui ne connaissent pas Plein Écran, hein, vous présentez à chaque journée un bloc de films. 4 films par jour. 4 films par jour. Je trouvais que cette année, parfois, était un peu plus court. Oui, c'est tout... ça dépasse pas 1 heure. Ça dépasse pas 1 heure. Facile. Et là, c'est un peu comme la boîte à surprise. Hein? Voilà. Donc, à chaque journée, on a accès aux films. Est-ce que parce que comme j'ai vu les films, mais je ne vais pas sur votre site, mais je vais y aller pour cliquer là, cette année. Oui, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Est-ce que les films qui ont été présentés, exemple le mardi, sont encore accessibles ou vous les mettez dans une boîte aux poubelles? Sont cachés. On est Sont toujours cachés. dans la même formule 24 heures. Fait que C'est c'est 24 important de regarder la grille horaire puis de repérer les films que vous voulez voir parce qu'une journée seulement pour les attraper. Donc ça, c'est bon à savoir. Ouais. C'est bon à savoir. Et merci beaucoup, Ariane Roy-Poirier. On vous rappelle que Plein Écran fête ses 10 ans du 21 au 31 janvier. Mais Ariane reste avec nous parce qu'on voulait parler de la soirée d'ouverture. Et là, on a la chance d'avoir Pierre-Philippe et Axel avec nous pour parler de cette soirée. Yay.